Oui, il est 18 heures. Bonjour à tous. Donc la séance est ouverte. Donc je propose de nommer Thierry Coll comme secrétaire de séance. Il a déjà le cahier. Je pense qu'il n'y a pas d'objection. Non. Donc pour les pouvoirs, donc Guy Pons a donné pouvoir à Sandrine Descloquements, Katia Mestoy à Arnaud Bourdin, Corentin Darmanté à Christine Cassagne et Daniel Large à Michel Perrier. Donc on va passer à l'adoption du procès verbal du dernier conseil du 21 juin. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce compte rendu? Non, sachant qu'il y a une nouvelle réglementation par rapport au compte rendu, au procès verbaux qui va être mis en place, qui doit être mis en place à partir de juillet. Donc quelque chose, des choses sur le formalisme qui va changer, sur l'affichage, il n'y aura plus d'affichage, mais ce sera sur le site internet. Enfin, il y a plein de choses. On fera un point, on distribuera une note au prochain conseil. Voilà, sur table, on vous a posé une motion concernant les cabanes de plage. Est-ce que vous êtes déjà d'accord pour pouvoir aborder ce sujet, parce que bon, il est d'actualité. Vous avez vu un peu ce qui se passait sur la presse, ce qui se passe au sud. Donc nous, on a nos concessions qui vont devoir être renégociées à partir de pour 2024. Donc les négociations vont se faire à cet automne, enfin cet hiver, et en 2023, pour une application en 2024. Donc c'est une motion qu'on propose de passer à la fin du Conseil. On peut attaquer l'ordre du jour. Donc, premier point concerne l'accueil des enfants donc des communes, de la communauté de communes, donc dans les différents centres de loisirs, que ce soit Mésos, Mimizan et Pontinx. On n'a pas voté le compte rendu. Je vous ai demandé s'il y avait... Ah oui. Donc, j'ai considéré que comme personne n'en avait rien manifesté, est-ce que vous êtes d'accord pour adopter le compte rendu? Pardon. Donc, vote à l'unanimité. Merci. Donc, on passe à l'ordre du jour. Donc, point. Comme personne n'a intervenu sur la motion aussi, je vous propose de passer la motion à la fin. Donc, ça concerne les finances, mais surtout les centres de loisirs qui fait écho à ce qu'on a voté lors du dernier conseil, la CTG, la Convention territoriale globale. Donc, je laisse la parole à Christine Cassagne. Donc, les communes de la communauté de communes de Mimizan sont engagées depuis 1 an dans un travail de réflexion afin d'élaborer avec la CAF la Convention territoriale globale du territoire communautaire. À l'occasion des ateliers de travail, les maires ont identifié comme l'une des actions de ce nouveau dispositif le renforcement de la solidarité financière entre les communes. Au vu de l'augmentation du nombre d'enfants fréquentant les 3 structures d'accueil de loisirs sans hébergement présentes sur le territoire, donc à Mésos, à Mimizan et à Pontinx, une convention a été établie entre les 6 communes. Celle-ci stipule les modalités de prise en charge des enfants. Les communes gestionnaires d'ALSH factureront la prise en charge des enfants aux communes de résidence de ceux-ci. Il a été convenu de s'arrêter sur les montants forfaitaires suivants. Donc pour une journée, 22 €, 15 € facturés pour une demi-journée avec repas, 11 € pour une demi-journée sans repas. Par exemple, si un enfant d'Orléans passe une journée à l'ALSH de Mimizan, la commune de Mimizan facturera à Orléans la somme de 22 €. Cette somme, jusqu'à présent, a été supportée par la commune de Mimizan. Il n'y aura aucun coût supplémentaire pour les familles. Les tarifs appliqués sont ceux qui ont été votés pour 2022. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe de prise en charge financière par les communes de résidence des familles bénéficiaires des structures d'accueil du reste à charge supporté par les communes gestionnaires.
d'approuver le principe de conclure une convention entre toutes les communes de la communauté de communes fixant les modalités de mise en œuvre de cette participation. Donc la convention, c'est l'annexe 1 qui était avec le rapport. De valider les termes de la convention tels qu'annexés au présent rapport, de valider les montants forfaitaires tels que ci-dessus énoncés, et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et tout document afférent à ce dossier. Merci Christine. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce sujet? Pas de questions? Donc on accueille le centre de loisirs, on est sur des chiffres, peut-être que tu vas pouvoir préciser Christine, sur les chiffres, sur l'accueil de loisirs où on a des effectifs très importants par rapport aux années précédentes, où on a dû recruter du personnel supplémentaire parce qu'il y a des taux d'encadrement suivant les âges des enfants, donc tu peux nous préciser? Pour cet été, nous accueillons 284 enfants, dont 215 qui sont demi-misants. Au niveau de l'encadrement, donc pour les enfants de moins de 6 ans, c'est un animateur pour 8 et plus de 6 ans, un animateur pour 12. Donc nous avons recruté un animateur supplémentaire sur chaque centre pour pouvoir accueillir tous les enfants qui se sont inscrits dans les temps. Il y a une liste d'attente, mais jusqu'à présent, tous les enfants ont été pris parce qu'il y a des enfants qui étaient absents. Donc, dès qu'il y a un enfant qui est absent, le guichet unique appelle les familles et donc ça permet d'accueillir tous les enfants. Voilà. Merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour cette prise en charge financière, cette convention? Vote à l'unanimité, merci. Donc, point 2, donc c'est Annabelle, c'est par rapport à la gratuité des arènes. Le national de pétanque de Mimizan est un événement sportif majeur pour la commune. En 2019, il a affiché complet avec 256 équipes. Sur les 3 jours de compétition, près de 2000 joueurs se sont affrontés sur les terrains aménagés au cœur de la cité balnéaire. Plus d'1 millier de visiteurs est venu observer les joueurs et apprécier le cadre de cette manifestation. L'association mimizanaise Entre Terre et Mer organise sa 6e édition du national de pétanque du 2 au 4 septembre 2022. Cet événement qui se déroule sur 3 jours de compétition avec 10 concours, 1500 joueurs, 150 partenaires, 120 bénévoles et qui représente 7 jours de travail est un gros investissement pour cette association. Compte tenu de son impact sur la collectivité, la commune souhaite apporter son soutien à l'organisation de cet événement en procédant à la mise à disposition gratuite des arènes pour l'organisation du national de pétanque, en appliquant cette gratuité pour 2022 et les années futures, sauf décision contraire du conseil municipal. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe de la mise à disposition gratuite des arènes au bénéfice de l'association mimizanaise Entre Terre et Mer pour la bonne organisation de sa manifestation, le national de pétanque, qui se déroulera du 2 au 4 septembre 2022. De décider de cette mise à disposition gratuite pour 2022 et les prochaines années. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Thierry? Donc, étant lié directement au sujet, je ne participerai pas au vote. Ok. Donc, personne ne voit d'inconvénient pour mettre la gratuité des arènes à l'association pour le national de pétanque. Il y a des oppositions? Des votes? Bon, merci. Donc, c'est vote à l'unanimité. Point 3. Donc, c'est l'étude d'extension marché couvert, donc avec possibilité d'être financé par l'Europe. Donc, je laisse la parole à Yves. Le développement touristique et économique de la station balnéaire de Mimizan constitue une priorité de la collectivité. Il s'avère indispensable de dynamiser l'attrait des halles du marché couvert, situé au cœur de Mimizan-Plage, en lui redonnant un rôle actif et moteur au sein de la place piétonne, autant pour les résidents à l'année que pour les touristes. Il s'agit de créer un espace affecté à la dégustation de produits du terroir ou de saison, de partage et de convivialité au sein du bâtiment actuel en le valorisant par un travail architectural sur une extension latérale
et ses abords immédiats au niveau de la place. La création de 2 à 3 bancs supplémentaires, dont un banc de poissonnerie avec chambre froide et espace de préparation, devrait permettre de répondre à la demande notamment de consommation de produits locaux marins. La promotion des produits frais et locaux pourra également se développer par la création de bancs temporaires occupés au gré des saisons. Le bâtiment ancien, légèrement excentré sur la place d'environ 4000 m², en béton désactivé, doit reprendre sa fonction d'élément structurant du site au moyen de cette extension architecturale. Il convient également d'accompagner ces travaux par un aménagement léger de la place, au travers de ses équipements et de la signalétique permettant à la fois de lui conserver sa multifonctionnalité et mettre en exergue sa continuité avec les halles. L'objectif est d'étendre ce lieu de vie, d'échange et de convivialité de cœur de station balnéaire en complémentarité avec les espaces circulants que sont l'avenue piétonne Maurice-Martin, la rue Brémontier ainsi que le front de mer pour une meilleure synergie locale et cohésion commerciale. Pour cela, une étude préalable prenant en compte une approche concertée avec les commerçants et les riverains est nécessaire et correspond aux objectifs de redynamisation des centres-bourgs du programme LEADER porté par le pays Landes Nature Côte d'Argent. Le plan de financement proposé, coût hors taxe 18 800 €, LEADER par le FEDER 10 000 €, coût pour la commune 8 800 €. Je vous rappelle juste pour mémoire qu'au budget primitif de la commune en 2022, nous avons voté une autorisation de programme à hauteur de 337 350 €, dont un crédit pour des études globales de 37 350 € et des premiers travaux, peut-être sur la fin d'année, à hauteur de 100 000 €. Donc, il est proposé au conseil municipal de solliciter le programme LEADER pour une subvention de 10 000 € pour l'étude d'extension des halles du marché couvert et d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches utiles et à signer tout document et contrat relatif à cette opération. Merci. Donc, il s'agit bien d'une aide sur l'étude. Donc, ça va le cabinet d'architectes. Donc, on avait présenté au niveau du pays devant la commission, on ne me rappelle jamais le nom de la commission, qui a validé notre projet. Le GAL, voilà. Donc, qui a validé le projet. C'est pour ça qu'on peut bénéficier de 10 000 € sur les coûts de l'étude. Donc, sachant qu'après, sur les travaux, on avait fait délibéré pour demander de la DETR dessus. Et donc, on attend les résultats de notre demande. Apparemment, on sera financé. Mais pour l'instant, on n'a pas les documents officiels. Voilà ce que je peux dire dessus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette demande de subvention? Arnaud? Oui, merci, bonsoir. Pas sur la subvention, la question c'est plutôt globalement, est-ce que vous avez une idée un petit peu des échéances de ce projet? Est-ce que ça se précise ou pas du tout? Ça se précise parce qu'on a déjà eu une esquisse donnée par le cabinet d'architectes où on travaille avec l'architecte des bâtiments de France pour avoir sa validation, son avis, même si c'est pas un avis conforme qu'on doit avoir, mais il doit émettre un avis. Donc on va déposer un permis d'ici cet été, normalement, sur les halles et on devrait recevoir prochainement les commerçants pour les associer aussi au projet. Voilà. Et début de travaux, dit Marie-France, avant la fin de l'année, en tout cas les premiers travaux. Oui. Juste rajouter que les réunions continuent et que Pierre Constant fait partie de toutes les réunions pour l'opposition, donc ils nous suivent toutes les étapes. C'est vrai que Pierre est associé à toutes les réunions avec les archis, donc il suit le projet. Il est invité à toutes les réunions. Voilà. D'autres questions? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est pour solliciter le programme LEADER? Très bien, vote à l'unanimité, merci. Donc point 4. Programmation et tarifs de la saison culturelle du Parnasse 2022-2023. Muriel Mas.
Donc une proposition de programmation qui se veut toujours tourner vers les cibles, on va dire, connues et reconnues localement, donc qui sont les familles. La grande nouveauté sera d'appliquer un tarif à 10 € pour des spectacles qui vont se tenir à la Chapelle à la plage, qui est le nouveau lieu, on va dire, dans lequel on souhaite développer de l'activité culturelle plus au cœur de la station et au plus proche de ses habitants. Pour la suite, lorsque vous aurez choisi 3 spectacles, vous ferez partie des fameux abonnés et on réitère la gratuité aux écoles de la communauté de communes. Voilà, donc une échelle tarifaire qui s'étale en moyenne de 5 à 20 € pour les tarifs les plus élevés. À 25 € pour les tarifs les plus élevés. J'ai pas entendu. Voilà, juste rappeler que donc il est demandé d'approuver cette programmation et les tarifs pour la nouvelle saison culturelle du Parnasse. Tu peux dire pour annoncer, parce que des gens nous écoutent, parce que ça a été très demandé. Alors je voulais juste rappeler que c'était donc la première fois qu'on co-construisait une programmation avec la participation des habitants de Mimizan, puisque c'est une programmation qui est issue de nombreuses rencontres avec tout un tas de bénévoles et de volontaires issus de notre tissu local, et que donc avec les connaissances et les ambitions de chacun, on est parvenu à vous proposer une programmation dans laquelle vous retrouverez un petit peu tous les métiers du spectacle, que ça soit du théâtre, de l'humour, de la musique, du concert, des chansons, et il y en a un petit peu pour tous les styles de public. Et enfin, vous informer que nous avons convenu avec le casino, donc avec monsieur Bouty, le président du casino, le directeur du casino, de travailler aussi de concert et de mettre en place un partenariat pour les saisons à venir, à savoir une coopération financière et 2 lieux, donc le Parnasse et le casino, qui travailleront ensemble sur 2 événements annuels. La première date sera pour le mois de janvier prochain, puisque le casino s'associe à notre programmation et donc ça se passera au Parnasse, et que dans l'idée de toujours agrandir les ailes de saison, on proposera comme date pérenne de faire un spectacle de rentrée, et ce coup-ci, celui-ci se fera plutôt au niveau du casino. Voilà. Ça, c'est à la réflexion, mais en tout cas, c'est qu'on travaille main dans la main pour élargir et les ailes de saison, donner du spectacle et de la culture tant à nos administrés qu'à nos vacanciers, et fédérer un petit peu tous les acteurs économiques du territoire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Arnaud? C'était juste une remarque sur la chapelle, puisqu'elle est aussi citée dans la délibération, effectivement, de vous suivre. On est très satisfait que vous ayez la volonté, comme nous, de mettre cet endroit historique on va dire sur son piédestal, parce que voilà, c'est un endroit qui a été un petit peu oublié et qui a eu mérité, je pense, les investissements qui ont été faits ces derniers temps. Et bon, pour en juger, la rue qui a été refaite et les alentours, je pense que c'est un endroit qu'il faut vraiment mettre en valeur, et merci de continuer à le faire. À ce titre, pour information toujours, le lancement de la saison culturelle se passera dans ces quartiers. D'autres interventions? Bon, je vous propose de passer donc au vote pour la programmation et l'adoption des tarifs qui ne varient pas de la saison dernière. Il n'y a qu'un nouveau tarif, 10 € à la chapelle. Tout le reste sont basés sur les mêmes tarifs. Donc, qui est pour ce vote à l'unanimité? Merci. Donc, point 5, adoption du plan de gestion du musée. Toujours Muriel. Donc, le plan de gestion du musée. D'abord, reparlons vite fait du clocher-porche, puisque c'est quand même le fleuron patrimonial de notre ville. Qu'aujourd'hui, il contribue grandement au patrimoine historique de notre cité.
qu'on constate qu'au niveau touristique, la demande se tourne, certes, quand les gens viennent ici, veulent aller à la plage, dans les forêts, sur les pistes cyclables, on tente de développer le fait qu'ils souhaitent aussi venir pour visiter le clocher-porche. Ça vaut pour les estivants, mais on sait aussi que de nombreux mimisanais, enfin quasiment tout le monde connaît le clocher-porche. Pas assez ont franchi ses portes, et donc l'ensemble des actions menées par les services se tournent vers ces cibles-là que l'on a identifiées et sur lesquelles on souhaite accentuer pour pouvoir promouvoir davantage cette spécificité locale. Un plan de gestion, donc en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un document écrit qui évolue, qui est le reflet d'une volonté politique qui s'étale sur plusieurs années, donc du moyen long terme, qui a comme volonté de préserver, de mettre en valeur un site. C'est une stratégie qui doit répondre à des exigences d'aménagement du territoire. Quand je dis territoire, c'est que ça doit aussi s'inclure dans le PLU et au-delà au niveau du SCOT. Et ces exigences, au-delà de celles du territoire, ce sont des exigences de l'UNESCO. Ce clocher-porche donc constitue une des composantes de ce qu'on appelle le bien en série numéroté 868, puisque les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle constituent un bien reconnu par le patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est composé de 71 édifices et 7 tronçons de route répartis sur toute la France. On dit que ce clocher-porche en est une composante. Pourquoi? Parce qu'il témoigne de la foi chrétienne que l'on a connue localement à l'époque du Moyen-Âge, que c'est un exemple d'architecture médiévale et que c'est aussi l'illustration des voies et du pèlerinage. Il faut savoir que tout bien qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO est cartographié et délimité clairement par un périmètre. Au-delà de ce périmètre, il est appelé des zones tampons, qui sont une protection supplémentaire du bien par rapport à l'urbanisation globale. Et que, pareil, ces zones tampons doivent être réfléchies et intégrées à la politique urbanistique de la collectivité. Depuis 2007, tout nouveau bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO doit avoir un plan de gestion qui est documenté et qui doit spécifier et mettre en valeur justement la valeur universelle exceptionnelle du bien à conserver et expliquer par quels moyens on les met en avant et on valorise ce patrimoine. Les objectifs sont donc multiples. Ils sont déclinés dans les annexes donc, que vous avez tous lus, n'est-ce pas? Donc les objectifs sont de conserver l'édifice, donc ce à quoi s'emploie ardemment, en l'occurrence Valérie Franck, qui est conservatrice au niveau de ce musée, par tout ce qui est travaux de contrôle, contrôle de l'humidité, contrôle d'hygrométrie, entretien des peintures. N'oublions pas que c'est un des rares portails polychromes du Sud-Ouest en France, qu'autrefois d'ailleurs il était situé au cœur du village et que le mouvement des sables fait qu'aujourd'hui il est en périphérie. Et donc l'objectif de ce plan de gestion, c'est de décliner des fiches actions qui vont permettre de le préserver, de le conserver, de le protéger, de protéger et son intégrité et son authenticité, le tout dans un objectif de développement durable. Il doit prendre en considération aussi dans son développement et sa valorisation la notion de handicap, d'inclusion. Il fait référence à de nombreux labels environnants. Voilà, c'est vraiment une réflexion donc qui se mène de 2023 à 2027. C'est un travail de fond, c'est un travail de collaboration puisque ce bien fait partie d'un ensemble de monuments reconnus localement puisque nous on a le clocher-porche, mais à Saint-Sevé ils ont une abbatiale. Ils ont l'abbaye de Sordes et l'église Sainte-Quitterie à Aire-sur-Adour. Donc tout ça, c'est le même bien et que l'ensemble de ces communes ou communautés de communes travaillent ensemble pour mettre en œuvre des actions, des événements, des visites, des animations qui puissent mettre en exergue cette identité culturelle. Donc il est demandé au Conseil
d'adopter ce plan de gestion et toutes les annexes qui sont référencées dans l'annexe 3 et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'ensemble des documents afférents au dossier. Merci Muriel. Donc c'est vrai que c'est un patrimoine très important et qui est peu mis en valeur, à mon goût. Donc dans ce plan de gestion, il y a des travaux qui sont prévus, des aménagements de belvédère pour expliquer un peu aussi comment évolue la dune. Mais on aura des travaux à mettre en place dans les futurs budgets. Donc tout ça, ça a été un peu calibré. Et ça va aussi être intégré dans le projet d'aménagement de la rue de l'Abbaye. Donc il faudra dans notre étude d'aménagement routier, qu'on prévoit aussi cette mise en valeur de ce patrimoine, de ce clocher-porche et des bâtiments qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce plan de gestion proposé? Non. Bon, je remercie les services d'avoir travaillé. Il y avait une stagiaire d'ailleurs qui a travaillé dessus. Donc merci aux filles, parce que c'est les filles qui ont travaillé. Merci à elles. Donc on va passer au vote. Donc qui est pour adopter ce plan de gestion? Vote à l'unanimité, merci. Donc point 6, on va parler de création de réserve communale de sécurité civile de Mimizan. Je laisse la parole à Daniel Pujos. Merci Monsieur le maire. Donc depuis plusieurs années, on s'appuie sur une liste de garde-feux pour la surveillance de nos feux de forêt. Et l'équipe de 20 bénévoles issus essentiellement de la CCA s'est fortement mobilisée l'année dernière pour notre feu du 28 août. Et ils ont suivi la surveillance pendant plusieurs jours. Et grâce à eux, on n'a pas eu de reprise sur ce feu, fort heureusement. Nous les avons reçus récemment pour en rediscuter, puis les remercier et les féliciter, puis s'engager pour cette année. Et nous souhaitons donner une suite légitime et statutaire à cette équipe à travers la loi du 13 août 2004 de la modernisation de la sécurité civile, qui souligne notamment que la sécurité civile est l'affaire de tous. La loi précise que si l'État est son garant sur le plan national, l'autorité communale joue un rôle essentiel dans l'information et l'alerte de la population, la prévention des risques, l'appui à la gestion de crise, le soutien aux sinistrés et le rétablissement des conditions nécessaires à la vie normale. Ces situations de crise sont définies dans notre plan communal de sauvegarde. Pour aider l'autorité municipale à remplir ses missions, la loi offre la possibilité aux communes de créer une réserve communale de sécurité civile, fondée sur les principes du bénévolat et placée sous l'autorité du maire, dans des conditions fixées par l'article L. 1424-8-1 du Code général des collectivités territoriales et de l'article L. 724 et suivants du Code de la sécurité intérieure. Cette réserve de sécurité civile, avec des sections spécialisées, a pour vocation à agir sur le seul champ de compétences communales en s'appuyant sur les solidarités locales. Elle ne vise en aucun cas à se substituer ou à concurrencer les services publics de secours d'urgence tels que le SDIS ou le SAMU. De la même manière, son action est complémentaire et respectueuse de celle des associations de sécurité civile, caritatives, humanitaires et d'entraide. Compte tenu des besoins sur la commune, il est proposé de créer une réserve communale de sécurité civile à section spécialisée en faisant appel aux citoyens de la commune chargés d'apporter son concours au maire afin de participer à la prévention des risques, au soutien et à l'assistance de la population, à l'appui logistique et au rétablissement des activités en cas de sinistre et à la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde. De contribuer également à l'information et à la préparation de la population face aux risques encourus sur le territoire de la commune, en vue de promouvoir la culture locale et citoyenne sur les risques majeurs. Je ne vous cache pas que ce groupe-là, s'il pouvait monter de 20 à 80 personnes, ce serait le but qu'on souhaiterait atteindre. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de créer la réserve communale de sécurité civile de Mimizan, d'autoriser Monsieur le maire à prendre tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette réserve communale, règlement et arrêté.
Merci Daniel. Donc la réserve communale, on a vu malheureusement pendant l'épisode du feu, et je pense aux autres communes actuellement qui sont touchées et durement touchées. Quand nous, on avait un feu de 60 hectares, ça nous semblait important, ce qu'il était d'ailleurs, mais quand on voit voilà, les dizaines de milliers d'hectares qui sont partis ces derniers jours, donc ça laisse songeur. En tout cas, il faut se prémunir avec les différents événements climatiques qu'on voit. Hein. Clairement, les épisodes sont de plus en plus durs et font de plus en plus de dégâts, mais la réserve communale peut servir aussi à d'autres choses. Hein. On a parlé aussi des fois sur les canicules, sur du social pour aider les gens. Enfin, il y a plusieurs entrées par rapport à cette réserve communale. Donc je pense que ça serait bien, oui, que la commune se dote, voilà, de faire appel à sa population, et que sa population soit là pour réagir et qu'elle soit un peu formée en tout cas et qu'elle soit encadrée par la collectivité pour pouvoir apporter le secours à tous les Mimisanais et peut-être au-delà, parce qu'on pourra peut-être parler un jour de réserve intercommunale, j'en sais rien, pour pouvoir se prémunir de tous les risques. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la réserve communale? Oui, David. Oui, je voulais juste rajouter que il y a un point où c'est très important aussi, c'est qu'on s'était aperçu sur l'incendie de l'année dernière que tous nos garde-feux et tout, il faut que ça soit la commune qui les assure. Et on avait été obligé de faire une liste au moment. Là, la réserve communale nous permet d'avoir une liste préétablie avec des gens qui sont déjà inscrits, qui sont officiellement, je dirais administrativement inscrits au niveau de la commune et de fait assurés et qui peuvent participer à toutes les opérations tout en restant bénévoles, bien sûr. D'autres interventions? Oui, Sandrine. C'est juste pour être concret, une fois qu'elle sera créée, comment les administrés vont s'y prendre pour pouvoir en faire partie? Très bien, merci pour la question. C'était la suite qu'il faut aborder. Effectivement, il y aura des dossiers d'inscription très simples à faire en mairie pour pouvoir au moins renseigner son prénom, son nom, son numéro de téléphone et sa date, et surtout son adresse mail, pour pouvoir être identifié et pouvoir, comme disait mon collègue, c'est être reconnu sur le volet assurantiel. Il n'y a pas d'âge pour entrer dans la réserve communale. Il n'y a pas de compétences particulières à avoir, excepté d'avoir de la motivation et, oui, majeur, oui, être majeur, avoir de la motivation et de la disponibilité. Alors le fait d'être nombreux fait que on s'en est rendu compte sur le feu de forêt, c'est un exemple précis. On a besoin de faire des roulements de personnes par rapport au temps passé et surtout à l'effort fourni. Et c'est à partir de là que c'est le nombre qui pourra permettre d'avoir la pérennité de cette aide et de pouvoir assurer auprès de la population un suivi derrière les services publics que nous avons, tels que les sapeurs-pompiers, tels que le service des départementaux, tels que les services communaux, et qui ont aussi besoin peut-être de ces petites mains derrière eux et pouvoir assurer le retour à la vie normale. Je pense que les réseaux sociaux et ensuite les candidatures pourront être visibles sur nos sites, sur notre site. Il va être construit assez vite là. Mais il fallait passer par aujourd'hui d'abord. Donc il y aura une information large par rapport pour demander pour l'inscription des gens, là, quoi, pour appel à bénévoles, quoi. Tout à fait. Il y aura un appel à bénévoles qui sera fait sur nos réseaux avec les documents à remplir, soit à distance, soit directement à l'accueil de la mairie, voire à la police municipale aussi. Oui, Xavier. Oui, non, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté, il faut bien comprendre que ceci vient tout à fait en complément des acteurs essentiels que sont les services de secours, de toute nature qu'ils soient, et que par contre cette réserve constituée, il sera bien
à un moment donné, pour tous les gens qui s'inscrivent, qu'ils puissent bénéficier d'une information, d'une formation, pour qu'ils sachent à peu près ce à quoi on peut s'attendre, et ils peuvent s'attendre, parce que c'est vrai qu'il n'est pas question de se substituer à qui que ce soit en la matière. Là, hein. Aujourd'hui, vous évoquiez tout à l'heure les feux de Gironde qui ont donc ravagé un peu plus de 20 000 hectares. C'est aujourd'hui que vont rentrer en ligne de compte tout le travail éventuel de tous ceux qui sont déjà normalement inscrits dans tous les plans communaux de sauvegarde de toutes les communes qui sont concernées par ces feux, hein, et ils sont quand même très nombreux. Elles sont très nombreuses, ces communes, et où donc les personnes vont intervenir pour faire ce qui a été fait l'année dernière ici, la garde de feu, qui, ça a été rappelé, ça a duré 2 semaines sur notre commune, et il faut savoir que là, ça va durer certainement plusieurs mois. Donc c'est en ce sens que le nombre de personnes est vraiment très important, parce que autant la défense contre l'incendie est de la responsabilité des services départementaux d'incendie et de secours et de la sécurité civile dans son ensemble, mais après, la garde du feu, comme l'a expliqué Daniel, est de la responsabilité des communes. Et donc, la commune, c'est-à-dire avec, bien sûr, une supervision des services départementaux d'incendie et de secours. Et là, donc, c'est là où on voit, et quand on a des feux aussi étendus que cela, ça nécessite vraiment un travail conséquent. Donc, tout ça, je pense qu'il faut que les gens soient bien informés. De la même façon, vous avez évoqué les problématiques de canicule, on peut évoquer aussi les tempêtes, je veux dire, toutes les choses auxquelles... Mais sachant que c'est des personnes qui viendront en appoint et souvent après que le coup de tabac interviendra. Et pas surtout pour être à la place d'eux. Voilà, hein, c'est pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, surtout dans les missions qui seront confiées demain à toutes ces personnes. Hein. Même si on pourra débattre longuement sur les moyens qui ont été consacrés, qui sont consacrés au niveau national pour la défense face à tous ces événements climatiques. Oui, Xavier, merci pour ce rappel, mais c'est vrai que ce sera une réserve comme le dit le texte, à section spécialisée, c'est-à-dire que les gens feront vraiment ce qu'ils ont en capacité de vouloir faire, et s'ils veulent accéder à une formation simple qu'on pourrait leur donner, on leur fera aussi, mais ce sera un panel de possibilités pour venir en aide à la population, sous forme de sections spécialisées. Mais pour ça, il faut être nombreux, on se réunira, je pense, 2 fois par an pour revoir ça et classer bien les besoins. Sandrine ? Du coup, j'ai encore une question. Comment seront décidés justement le genre de missions qui vont être attribuées? Parce que Monsieur Fortinan parle d'intervenir après, et moi je me dis qu'on peut, enfin après c'est personnel, mais qu'on peut aussi faire du préventif. Et comme il y a par exemple les gardiens de la mer qui sont organisés par Surfrider, il peut peut-être y avoir des gardiens des forêts. Enfin, c'est pour ça que je pose la question sur qui va décider des missions. Alors, les missions seront décidées par le plan communal de sauvegarde et sous couvert de Monsieur le maire. Ce n'est pas une association, ce ne sera pas une association, ce sera un groupe qui sera à disposition de Monsieur le maire en renfort de ce qu'il souhaitera mettre en place. Et pour ça, on a le plan communal de sauvegarde qui va nous y accompagner quand on a besoin de le déclencher pour un événement particulier. Et s'il y a besoin de faire de la prévention de manière accrue, ce sera toujours sur Monsieur le maire qui déclenchera et qui déclenchera la réserve communale qui elle-même sera encadrée par des gens spécialisés. Oui, Thierry. Juste un petit rappel en matière de feux de forêt ou de protection de la forêt contre l'incendie. Il faut savoir qu'il y a des établissements publics qui ont été créés, qui rassemblent les propriétés en association foncière pour défendre la forêt contre l'incendie et qui est chargé de la prévention. Donc il faut faire attention aussi aux actions, puisque là, les répartitions des rôles sont très, très réglementées.
Donc la prévention, ce sont les associations syndicales autorisées de DFCI, Défense des forêts contre l'incendie, qui regroupent les propriétaires des forêts et qui ont l'obligation de s'auto-taxer pour mettre en place des actes de prévention. Donc ça va de l'aménagement de la forêt à la cartographie, à des actions d'information et de sensibilisation du public. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Non? Bon, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour la création de cette réserve communale? Donc, vote à l'unanimité. Merci. Donc, on va passer au rapport annuel. Donc, il y a 2 rapports annuels à faire passer. Donc, d'abord, celui du délégataire du casino. Donc, je donne la parole à Yves. Bien, donc, rapport annuel du délégataire du casino, c'est une obligation légale. La version papier donc, du rapport était consultable et c'est indiqué dans le dossier dans le bureau de la directrice générale des services. Mais à l'issue de la séance, il est aussi sur le bureau de l'Assemblée, vous pourrez le constater. Alors, nous serons 2 à intervenir sur ce dossier. Ma collègue de la culture fera aussi une intervention puisqu'on a reçu... Depuis le 23 juin, date où nous avons reçu le rapport, on a reçu donc le directeur du casino qui est venu nous présenter le rapport. Alors, juste quelques rappels. Déjà, l'année, je vais dire, budgétaire au niveau du casino va du 1er novembre au 31 octobre. Donc là, nous sommes pour l'année 2021, donc 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. Alors, un rappel des termes du contrat, donc du 30 juillet 2018. Donc, par convention signée le 30 juillet 2018, la commune de Mimizan a confié dans le cadre d'une procédure de délégation de services publics à la SAS Quasi-Jimi l'aménagement et l'exploitation du casino de Mimizan à ses risques et périls. La délégation a été conclue sur une durée de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention. Alors tout de suite, SAS, c'est tout simplement donc une société par action simplifiée. C'est un mode de gestion souple où les actionnaires sont, je vais dire, engagés d'un point de vue responsabilité dans les limites de leurs apports. Conformément aux articles L 31, 31-5, etc. du Code de la commande publique, repris à l'article 21.1 du contrat, le concessionnaire doit produire chaque année un rapport comportant différents éléments, et notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de contrats de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services selon l'objet de la concession. Ce rapport permet à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Et donc, la SAS Quasi-Jimi a transmis son rapport pour l'année 2021, donc le 23 juin 2022. Ce rapport, je ne vous cache pas qu'il est quand même assez volumineux, un peu plus de 3 cm, et déjà il fait réponse à une observation du magistrat de la Chambre régionale des comptes qui avait noté, rappelez-vous, dans son rapport que présenté en janvier 2022, la faiblesse et surtout que des photos, mais là il est vraiment constitué, je vous engage à le consulter si vous ne l'avez pas consulté. En contrepartie du droit d'exploiter le service, le délégataire verse à la commune un loyer annuel versé sous la forme d'une redevance fixée à 170 000 €, indexé chaque année et révisé en fonction du produit brut des jeux annuels. 110 000 € si le produit est inférieur à 2 millions d'euros, 130 000 € si le produit est compris entre 2 millions et 2 200 000, 150 000 € entre 2 millions 2 et 2 500 000, etc. Un prélèvement sur le produit brut des jeux annuels qui est évolutif, 0% si le produit est inférieur à 2 300 000 €, 2% si le produit est compris entre 2 300 000 et 2 500 000, 3% si le produit est compris entre 2 500 000 et 2 700 000, etc. Rappel des éléments financiers de l'opération de rachat du casino. Vous vous rappelez donc après un épisode qui a duré quelques années, donc sur de nombreux échanges relevés notamment par l'ancienne opposition, il y a eu donc le coût du rachat du casino pour 4 53 268 €, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, pour lequel un protocole a été signé avec l'amphithéâtre pour indemniser à hauteur donc de 4 53 268 €.
Alors, que nous dit ce rapport? Donc, les principaux éléments relevés sur l'année 2021. Le premier point, tout d'abord, c'est l'ouverture de la structure sur 5 mois et demi. Alors, cette ouverture de la structure sur 5 mois et demi, la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 a contraint le casino de Mimizan à stopper l'ensemble de ses activités dès la fin de l'exercice précédent, à savoir le 29 octobre 2020, et à les maintenir fermés jusqu'au 18 mai 2021. Cette période d'inexploitation représente donc environ 55% de l'exercice, soit 6 mois et demi, contre 21%, soit 2 mois et demi, sur l'exercice précédent. Cette longue période d'inexploitation, combinée à l'impact significatif des mesures sanitaires sur la fréquentation de l'établissement, a provoqué un recul important du chiffre d'affaires. Donc, qu'en est-il au niveau du produit brut des jeux en 2021? Donc, comme indiqué dans le document que vous avez sous les yeux, si en 2019, le produit des jeux était de 2 142 000, 1 383 000 sur l'année 2020, donc crise sanitaire, en 2021, on voit que le chiffre d'affaires a remonté légèrement à 1 480 000, mais donc on ne passe pas cette barrière des 2 millions d'euros pour pouvoir donc avoir un loyer intéressant donc pour le casino. À titre de comparaison, l'établissement n'a été ouvert donc 5 mois et demi en 2021 contre 9 mois en 2019, représentant donc cette période d'exploitation de 64% plus faible que l'exercice de référence. Ensuite, on peut dire que les éléments montrent que le secteur de jeu a quand même pu amortir cette inexploitation en affichant qu'un recul de produits de jeu que seulement de 31% par rapport à l'exercice de référence. Le prélèvement État-commune a lui aussi été impacté par cette période de fermeture à hauteur de 243 000 euros et donc de 4% en valeur taux du fait de la progressivité des prélèvements. Le secteur du restaurant, lui, a aussi été fortement impacté du fait de l'impossibilité de réception de groupes, entreprises, clubs sportifs et partenaires. Sur donc la période de mai-juin 2021 à octobre 2021, les entrées au casino ont représenté à peu près pour les jeux 24 443 personnes. Et au niveau des couverts, au niveau du restaurant, 4 367 repas avec une moyenne de 600 repas à peu près par mois, avec peut-être des pics au mois d'août et au mois de septembre. Au global, on a un résultat net qui est négatif sur l'exercice 2021 pour 342 000 euros. Qu'est-ce que l'on peut dire dans l'exploitation du casino en 2021 ? Eh bien, c'est qu'il y a eu le remplacement ou l'installation d'un blackjack électronique. Au niveau du restaurant-bar, il y a eu l'installation d'un système complet audio, d'un vidéoprojecteur et de mobilier table et chaise. Et au niveau donc de l'aspect marketing, l'achat de PC donc pour relancer un petit peu les activités. Ensuite, quelles sont les perspectives qui sont indiquées dans ce rapport? Dans ce rapport, il est indiqué que donc la société a l'intention d'investir à hauteur de 100 000 euros par rapport aux machines à sous. Alors, qu'en est-il des machines à sous? Ce casino a une autorisation des services de l'État pour fonctionner avec 100 machines à sous et 3 jeux de table. Depuis son ouverture, l'établissement exploite 75 machines et avec la période Covid, le nombre de machines a été diminué à 66 machines en raison donc de la pandémie. Et au niveau des tables de jeu, il y a 2 tables qui fonctionnent. Ensuite, dans les perspectives, le rapport nous indique que des investissements pour des achats de petits matériels sont prévus à hauteur de 10 000 euros pour l'année. Sur le personnel, le casino fonctionne avec 25 personnels et quelques contrats saisonniers, entre 5 et 6 qui ont été recrutés donc, pour la période d'été.
On trouve aussi dans ce rapport des actions de formation à l'attention des différents personnels et des membres du CSE. Au niveau du partenariat, sur l'année 2021, le casino donc, a eu un lien avec l'Office du tourisme à hauteur de 2 418 €, avec l'UAM Rugby à hauteur de 2 000 € et des tarifs préférentiels, avec Big Up Cycling 2 000 €, le Club Taurin 1 500 €, pour Exposition Peinture La Sermoras 1 000 € et les Anciens Marsouins 500 €, soit un partenariat à hauteur de 9 418 €. Alors pourquoi j'égrène ces chiffres? Tout simplement pour se rappeler que il y avait aussi un partenariat avec la ville de Mimizan qui en 2015 était à hauteur de 11 700 € et en 2018 11 336 €. Et aujourd'hui, on a constaté et on a relevé, mais ma collègue y reviendra dessus, on a relevé qu'il n'y a pas eu vis-à-vis de la ville de Mimizan un partenariat mis en place cette année. Voilà. Alors ensuite, d'autres éléments, je vais demander que l'on projette à l'écran le tableau des données chiffrées. Alors, il faut se rappeler donc qu'une indemnité, un protocole d'accord avait été fait à hauteur de 4 053 000 et le magistrat de la Chambre régionale des comptes, en janvier donc 2022, avait mis en avant ces 4 053 268 € financés par un emprunt d'une durée de 20 ans à un taux de 1,90, ce qui faisait quelque part pour la ville de Mimizan une annuité à payer de 245 000 par an. Pendant 20 ans. Si à ces 245 000, comme le disait le magistrat, on rajoutait le coût engagé par la commune pour la maîtrise d'œuvre et la réalisation du parking du casino, 466 000 €, plus les frais d'avocat réglés par la commune sur tout le dossier et le contentieux du casino à hauteur de 91 000 €, plus le fait que l'ancien casino, la commune percevait jusqu'en 2018 des recettes nettes passées de 47 000 € en 2015 à 41 000 € en 2018, plus le montant des frais d'entretien, on arrivait à une simulation à 279 000 €, ce que donc coûte pour la ville de Mimizan sur 20 ans. Et le magistrat notait que si la commune pouvait réaliser un gain annuel au moins de 40 000 €, c'était 319 000 € qu'il fallait retrouver. Donc, vous avez ici donc à l'écran les colonnes des années 2019 et 2020. Et donc, on va faire apparaître maintenant sur la droite la colonne donc, de 2021, où on voit donc le produit des jeux. Donc, une activité à la baisse sur 2021, donc un produit des jeux de 35 207 €. Le chiffre d'affaires étant inférieur à 2 millions d'euros, eh bien, la commune n'a pu percevoir qu'un loyer de 110 000 €, ce qui fait donc un total de 145 000 € de recettes pour la collectivité, comparé à la charge d'emprunt donc de 245 000 €, donc un manque à gagner de 100 000 € pour la ville de Mimizan. Si l'on tient compte du raisonnement du président de la Chambre régionale des comptes, et que l'on se réfère aux 279 000 €, vous voyez bien que c'est un manque à gagner de 133 793 €. Et si la commune pensait faire, quelques recettes supplémentaires pour peut-être préparer des dépenses ou des provisions pour travaux pour l'avenir, comparé aux 319 000 €, c'est un manque à gagner de 173 000 €, donc que l'on peut constater au terme de l'exercice 2021. Cela étant, je dirais quand même qu'il nous faut être attentif à tous ces chiffres parce que c'est quand même un établissement qui a un peu plus de 25 employés et il faut que l'on soit présent auprès de ces 25 employés. S'agissant des éléments relatifs aux travaux, des soucis ont été signalés
très rapidement, lors de la mise en service du casino et du bâtiment, mon collègue adjoint aux travaux pourra peut-être y revenir dessus, nous avons rencontré ces derniers mois, donc, et notamment au printemps, le directeur du casino, et nous nous sommes engagés à faire des premières réparations, et vous avez pu constater que on a supprimé une bâche qui était sur la toiture en attendant de faire certains travaux à l'automne. Et ensuite, on a pas mal de problématiques sur les réseaux, réseaux d'assainissement, etc. Et donc, on est en train de voir aujourd'hui avec différentes expertises. Donc voilà les éléments essentiels du rapport que je vous engage à consulter et à lire auprès de la direction générale. Et puis je vais peut-être laisser aussi la parole à ma collègue, peut-être pour... Bon, moi j'ai une parole un peu plus, pas objective, mais optimiste, puisque l'accord que on a mis en place avec Monsieur Boutille concernant sa participation financière est à hauteur de 15 000 €, puisque entre ce qu'on percevait, les 1% du gain des jeux, et à aujourd'hui, le coût de la vie, on a estimé que ça avait augmenté. On n'est encore sûrement pas à la hauteur de ce que coûte un cachet artistique. Néanmoins, voilà, on a obtenu un partenariat sur une base de 15 000 €. Merci. Donc, est-ce qu'il y a... Oui, tu veux intervenir sur les travaux, David? Vas-y. Juste au niveau des travaux, donc effectivement, on a fait une première réparation qui est provisoire au niveau de la toiture. Et après, on est parti dans une sorte de marathon, puisqu'on est en train d'essayer de voir au niveau décennal, assurance et tout ce qui est possible de faire, avec le gros souci majeur qu'on a, c'est que une des principales entreprises qui est intervenue dans la construction n'existe plus, puisque voilà, judiciaire, enfin, elle a été en liquidation judiciaire et elle n'existe plus. Donc ça complique forcément, et on aura dans tous les cas de l'argent à y mettre. Oui, donc je rappelle, il y a des problèmes sur la toiture, il y a des problèmes d'évacuation des eaux usées. Et donc l'entreprise, c'est l'entreprise TPSL, pour ne pas la nommer. Donc, est-ce qu'il y a des interventions par rapport au rapport? Arnaud? Merci. Oui, on peut entendre le rapport. Je crois aussi qu'il faut vraiment mettre en avant, et on ne l'a pas oublié, que ce sont 2 années très difficiles et inimaginables, qu'on ne pouvait pas, que l'entreprise Casino ne pouvait pas budgéter, bien sûr. Et au demeurant, lorsqu'on regarde, comme vous l'avez cité, les quelques chiffres, faire 1 480 000 € avec 5 mois et demi d'activité, ce qui sous-entend que c'est donc un établissement qui a fermé puis qui a réouvert. Alors quand on fait un petit peu de commerce, on sait que c'est très difficile de reprendre une activité lorsqu'elle n'est pas continue. Donc déjà ça, c'est un fait marquant. Et 1 480 000 €, c'est peu ou prou un petit peu plus la moitié que ce qui avait été fait la première année, en année pleine, année d'ouverture. Alors bien sûr, les résultats sont négatifs, mais évidemment, avec les coûts fixes qui sont restés quasiment les mêmes. Enfin, on n'a pas le détail enfin, on peut imaginer pourquoi. Néanmoins, je crois que c'est encourageant, parce que face à ces 2 terribles dernières années, beaucoup d'entreprises, ont fermé, ont décidé de fermer, de baisser les bras. Alors, l'entité Casino, vous l'avez cité, c'est 25 personnes et 7 saisonniers au moment de la saison. C'est donc une entreprise importante pour Mimizan. Et je crois que la persévérance de cette entreprise est à souligner. Les chiffres montrent aussi, peut-être, même si nous ne sommes pas des professionnels de ce milieu, que le nouveau concept de ce casino fonctionne. J'en veux pour preuve, éventuellement, toujours le 1 480 000 € sur 5 mois et demi, c'est à quelque chose près, à 10 ou 20 000 € près, sauf erreur, le produit des jeux qui avait été réalisé en 2018.
en 2017 même, pardon, sur une année pleine. Donc ça prouve que les gens suivent le concept et ça prouve qu'il faut que cette entreprise continue. Et enfin, donc la participation de cette même entreprise pour un budget de 15 000 € est aussi une preuve que c'est une entité qui veut s'investir dans la commune, et même un petit peu au-delà, pour la commune, pour la collectivité, mais aussi pour les associations. Vous avez rencontré le directeur, et bien même, on sait qu'il est tout à fait favorable et répond présent à chaque fois qu'il est sollicité par les associations, et pas avec des petits moyens. Donc je crois que c'est un établissement qui compte à Mimizan, et définitivement, malgré toutes les difficultés, malgré les résultats négatifs, c'est une entreprise qui a décidé de continuer d'investir à Mimizan, et c'est bien pour notre station balnéaire et hivernale. Et enfin, parce qu'on n'a pas eu encore de nouvelles, sauf en sortie de printemps, si je me souviens bien, on ne peut pas s'empêcher de reposer la question, le terrain attenant, puisqu'il y a un lien avec le sujet éventuellement, est-il donc un terrain qui sera destiné à un hôtel ou pas? Et si oui, est-il possible d'avoir les informations ce soir? Puisque, une fois encore, ça peut aider éventuellement à cette activité. Très bien, alors je vais répondre à la dernière partie. Concernant le terrain, oui, on est sollicité. Donc, comme on est sollicité et qu'on veut être transparent, on va lancer une consultation, en fait, pour pouvoir décider en fonction des différents projets, parce qu'il y a plusieurs projets, des projets hôteliers, donc je confirme, et de pouvoir se positionner en ayant entendu tous les candidats qu'il y aurait eu sur ce terrain. Donc voilà. Donc on a des projets, il y a des projets, il y a des porteurs de projets dessus, et des porteurs de projets pour des hôtels, pour un hôtel plutôt. Voilà. Donc c'est là on va poser, on va lancer une concurrence quoi en fait entre les différents porteurs de projets pour pouvoir se déterminer et choisir en conséquence quoi. Voilà. Qu'on soit pas qu'on puisse décider en toute transparence et avoir tous les éléments pour décider. Voilà. Et donc après, tu as regardé le rapport annuel du point de vue de la société, du casino. Moi, je regarde du point de vue de la collectivité qui perd de l'argent en fait sur l'opération, mais en espérant que le casino puisse se retrouver et en tout cas puisse avoir des chiffres d'affaires meilleurs. Donc il y avait le Covid, maintenant on va avoir la crise, l'inflation, enfin la crise économique, donc ça va être aussi compliqué. Donc je pense que on a fait une opération, on a été un peu à l'aventure quand on a fait cette opération-là. C'est mon point de vue, on en a moult fois échangé où on était d'accord, pas d'accord sur l'opération. En tout cas, moi je regarde ça du point de vue de la collectivité, et la collectivité, si on veut retrouver les 40 000 € qu'on avait avant ce nouveau casino en recettes, c'était pas beaucoup, mais il faut 279 000 €, c'est ça, si j'ai bien compris, de bénéfices en plus, enfin de recettes en plus par rapport au casino, qui correspond à des chiffres d'affaires de plus de 3 millions d'euros, quoi. Alors j'espère qu'on va y arriver, mais qu'ils y arrivent, mais ça va être, à mon avis, compliqué. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. En tout cas, ce que je peux, et ce que je rejoins ce qu'a dit Yves, c'est qu'ils s'investissent au niveau associatif, dans la vie de la collectivité, de la commune. Et ça, on peut que le reconnaître et le partager. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dessus, Xavier? Non, enfin, c'est sûr qu'il y a plusieurs lectures qui peuvent être faites de cette présentation. Le grief principal que l'on a toujours mis en avant, c'est le choix que ce soit la collectivité qui prenne le risque. Et on voit bien, quand on prend des risques, il y a des fois où on gagne et des fois où on perd. Les chances de perdre, là, étaient bien plus importantes que les chances de gagner. Alors en plus, si vient s'y ajouter, comme ça a été dit plusieurs fois, des crises qui sont par définition imprévisibles, ça augmente le risque de perte. Mais enfin, ce risque de perte, il était écrit d'avance. On le savait.
Parce qu'il fallait que le chiffre d'affaires soit multiplié par 3 pour pouvoir espérer équilibrer les opérations. Donc, bon, je veux dire que qu'on fasse pas aujourd'hui, qu'on joue pas à l'effet de surprise. Quand on regarde les résultats des casinos en France aujourd'hui, ils subissent la crise comme tous, mais les collectivités voient une baisse de leurs recettes, pas une augmentation de leurs dépenses. Nous, on voit pas une baisse de nos recettes, on voit une augmentation de nos dépenses. Donc c'est là la différence fondamentale. Et il n'y a aucun casino qui a fermé en France aujourd'hui. Donc si on était resté dans la situation précédente, et les chiffres, Arnaud les a repris, on serait à peu près sur l'activité d'il y a de 2017-2018, avant le passage en DSP, où on avait des recettes pour la collectivité qui étaient autour de entre 30 et 40 000 euros, ça avoisinait selon les années. On ne parle pas des recettes qu'on avait en 2005 ou 2006 où on était à 220 000 euros. On parle de 2017-2018. Donc c'est vraiment cette aventure, pour l'instant, coûte très cher, d'autant que, et ça a été rappelé, en plus du risque de l'activité économique qui a été pris et porté par la collectivité, il y a aussi le risque du propriétaire. Parce qu'on nous a livré quand même un bâtiment à un prix qui est excessif, avec un certain nombre d'avatars qui vont continuer à coûter très cher. Donc tout cela, quand même, est monté par des entreprises qui, depuis, bien sûr, elles, pour le coup, n'ont plus pignon sur rue. Donc, sur lesquelles on ne peut donc pas se retourner. Donc tout cela, c'est vrai que c'est l'accumulation, quand même, de problèmes que, force est de constater, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu. Donc je veux bien que l'on fasse preuve d'espoir, que l'on veuille croire, bien sûr, à un avenir radieux. Mais enfin, le bon sens, on aurait écouté le bon sens depuis longtemps, on ne serait pas confronté à cette difficulté. D'autres interventions? Ah, Arnaud? Oui, pour rester sur donc, des notes aussi et toujours positives, puisque vous avez reçu le directeur il y a quelques courtes semaines, me semble-t-il, vous lui avez posé la question concernant l'exercice 2022, qui est pratiquement, enfin vraiment bien entamé, ce démarrage, où est-ce qu'il en est? Au niveau activité, bien sûr. Mais au niveau activité, on pourrait peut-être projeter la deuxième partie du tableau. Donc, sur ce tableau, comme le rappelait Xavier, vous avez donc les recettes de la commune depuis 2006. Et vous avez sur les dernières lignes en bas depuis la DSP. Et donc vous avez pour l'année 2022 donc le prélèvement produit des jeux que l'on connaît à ce jour. On n'a pas terminé l'exercice. 18 181 euros et 14 571. Voilà. Donc pour l'instant, je vais dire, on est sur des meilleurs chiffres. Mais est-ce que le chiffre d'affaires atteindra les 3 millions? Arnaud, oui. Non, je veux juste reprendre sur les derniers mots. Les 3 millions, il a été écrit nulle part. Donc c'est quand même un peu pénible de porter ces messages négatifs. Les 3 millions, vous le savez bien, puisque c'est dans le contrat, c'est la fourchette la plus haute qui est proposée. Donc bien sûr, personne n'a jamais écrit qu'en 2022, on ferait 3 millions d'euros. C'est insupportable, ces remarques. C'est vraiment insupportable. Aucune considération des gens qui essayent d'élever le sujet et de ceux qui travaillent pour faire mieux, c'est insupportable. Xavier? Non, mais
j'invite quand même tout le monde à reprendre les comptes rendus des conseils municipaux lors des débats qu'il y a eu sur la mise en place de la DSP. C'était pas 3 millions de chiffre d'affaires qui étaient prévus, c'est plus de 4 millions. Si, monsieur Bourdinx, vous reprendrez monsieur Bourdinx. Mais oui, mais on reprendra les comptes rendus des conseils municipaux et vous verrez les chiffres. Non, mais il faut pas réécrire l'histoire. Déjà, il y a suffisamment de personnes qui écrivent l'histoire d'il y a 30, 40 ou 50 ans, au moins, que celle qui s'est passée il y a 3 ou 4 ans ne puisse pas être contestable. D'autres, je pense qu'on a fait le tour du rapport annuel. Donc, on a des travaux, on s'est engagé à faire des travaux à l'automne. Donc, il va falloir qu'on s'y tienne par rapport à ce bâtiment. Donc là, il faut, alors c'est un vote, il faut prendre acte. Hein, on valide pas le rapport, on prend acte, comme quoi on a présenté le rapport annuel. Tu veux une dernière intervention? C'est juste pour savoir si les documents présentés au tableau seront dans le rapport du compte rendu du Conseil. Ils seront mis, oui, il n'y a pas de souci. C'est diffusé, donc il n'y a pas de souci. Merci. Oui, et après, oui, le document, le rapport, vous pouvez le consulter, ça avait été rapporté lors de la convocation. Donc, il faut prendre acte, donc il faut lever la main, qu'on a bien délibéré. Très bien, merci, on a pris acte du rapport. Donc, le deuxième rapport, je vais aller du coup assez vite, c'est le service de l'eau. Donc, service important pour la collectivité parce qu'il rentre dans tous les foyers. Donc c'est la communauté de communes qui gère l'eau et l'assainissement par ses services. Donc il y a l'eau, l'assainissement et l'assainissement non collectif. Donc au niveau organisation, il y a un conseil d'exploitation constitué de 10 membres titulaires plus 10 membres suppléants qui abordent toutes les questions du service de l'eau, qui après ces rapports ou les décisions qui ont été prises en conseil d'exploitation sont prises en conseil communautaire et sont validées en conseil communautaire. Donc le nombre d'agents de ce service, 16 agents, donc il y a 12 techniciens et 4 agents administratifs. Il y a un service d'astreinte, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et j'ai pu le constater le 19 juillet, parce qu'on m'a appelé bientôt dans la matinée pour m'annoncer la problématique sur le transformateur au niveau de la station d'épuration, qui avait des problèmes et qu'on ne pouvait plus le renclencher, qui a suscité après la fermeture des plages au niveau du sud du courant, avant qu'on ait les analyses pour vérifier que la qualité de l'eau était bonne. Donc c'est bien la station d'épuration et les postes de relevage en amont qui ont déversé dans le courant pendant la nuit, entre 4h et 7h du matin, parce que la réparation s'est faite vers 7h du matin. Donc on s'est prémuni de savoir si la qualité de l'eau était bonne pour pouvoir ouvrir les plages. Donc il y a un délai entre l'analyse et les résultats d'analyse. C'est pour ça que les plages après ont été ouvertes vers 15h30, une fois qu'on avait le rapport d'analyse. Donc dans ce rapport annuel, on trouve des données techniques, financières et des indicateurs de performance. Donc les données concernant le patrimoine. Donc sur l'eau, donc le réseau total d'eau potable fait 318 km. C'est des chiffres à retenir, hein. 318 km de réseau. Donc il y a 14 forages, une station de traitement à Mimizan qui a été arrêtée cette année, qui a été remplacée par la mise en exploitation d'un nouveau forage. Il y a des réservoirs, donc il y a 7 réservoirs sur l'ensemble de la communauté de communes, et donc 3 sur Mimizan, donc bien sûr les plus importants, donc avec une capacité de plus de 3750 mètres cubes. Donc sur le réseau, donc les 318 km, il y a un taux de renouvellement de 0,56% sur les 5 dernières années. Et si on zoome plus sur l'année 2020, c'est 1% de renouvellement. Et là, on est sur des ratios intéressants, les 1%, sachant qu'au niveau national, on était plutôt sur du 0,6%. Donc là, on fait vraiment du renouvellement de réseau. C'est un peu la même chose, et je vais en revenir sur l'assainissement.
Sur l'assainissement, donc le patrimoine, c'est du réseau, donc on est à 203 km de réseau. Là, on est sur un taux de renouvellement de 0,9%, donc quasiment 1% pour l'année 2020. Donc ça représente plus de 1,8 km de renouvellement de réseau. On a 2 stations d'épuration avec des capacités de 57 000 équivalents habitants sur Mimizan et 3 500 sur Mésos. Donc on a, avec le réseau, des postes de relèvement. C'est là où on a eu, quand il n'y a pas d'électricité, mais ça fonctionne pas, on a des déversements. Donc là, on a 46 postes de relèvement sur Mimizan, avec bien sûr, vu que tout arrive sur Mimizan depuis Pontin, c'est là où on a les plus gros postes. Donc sur l'entretien du réseau, il y a plus de 20 km de curage préventif sur le réseau, et on génère sur les stations d'épuration des boues qu'il faut traiter, et on a plus de 268 tonnes qui sont acheminées à Campette-la-Molaire, à côté de Mont-de-Marsan, pour faire du compostage avec des déchets végétaux, des déchets verts. Voilà. Alors sur le service de l'eau, la production, c'est plus de 1 534 000 m3 qui sont produits en 2020, donc avec une progression de 2,2%. Alors là, c'est là que le service, il faut que le service regarde de plus près. Donc il y a un rendement là de 76,3%. Donc il y a une diminution de plus de 3,3% par rapport à l'année précédente. Donc là, il faut regarder vraiment les tendances. Donc ça a été appréhendé par le service, où c'est une des priorités, chercher les fuites et le renouvellement de réseau, puisqu'on passe les 1% de renouvellement de réseau. Par rapport à la qualité de l'eau, donc la qualité de l'eau, elle est excellente. On a 100% de conformité sur la partie bactériologique et sur la partie 100% sur la partie physico-chimique. Donc il y a un suivi par l'ARS, l'Agence régionale de la santé, sur la qualité de l'eau, et aussi il y a un autocontrôle qui est réalisé en interne au quotidien, plus avec l'apport du laboratoire départemental qui vient faire aussi des prélèvements. Donc, comme je l'ai dit, en 2020, il y a eu la mise en service d'un forage au F4 à Saint-Paul qui a permis d'arrêter la station de traitement qui se trouve à la zone du Borne, et qui est station de traitement qui a une capacité quand même de 400 m3, donc on a de la réserve. Donc, que je vous ai dit, le principal problème, c'est la perte d'eau, donc c'est le rendement de réseau à faire remonter, donc recherche de fuite et renouvellement de réseau à faire. Sur le service assainissement, comme pour l'eau, on a des infrastructures qui sont bien dimensionnées. On a une station d'épuration de 57 000 équivalents habitants, donc qui est en dessous de ses capacités nominales. Donc on peut accueillir encore de la population, en tout cas des effluents peuvent arriver. Le constat, par contre, c'est qu'il y a trop d'eau parasite qui arrivent par le réseau. Donc les eaux parasites, c'est quand il pleut, c'est soit des eaux qui arrivent des toitures ou des eaux qui arrivent quand les nappes remontent, des nappes. Et principalement, ça va être des nappes, des eaux, des nappes qui rentrent dans les réseaux. Donc là, il y a eu un schéma directeur qui a été rendu au mois de mars, là, en début d'année. Donc il prévoit plus de 15 millions d'euros de travaux. Avec aussi la possibilité, donc il y aura des travaux à réaliser sur le réseau public, mais aussi sur le réseau, sur les branchements particuliers. Et là, il y aura possibilité d'aide de l'agence de l'eau sur les réhabilitations pour les particuliers. Donc tout ça, ça va être mis en place. Donc le troisième service, c'est l'assainissement non collectif. Donc c'est un service qui est modeste, on va dire. Ça concerne 727 installations sur l'ensemble de la communauté de communes et inférieur à 60 installations sur Mimizan. Donc Mimizan, la politique a été d'essayer d'étendre au maximum les réseaux d'assainissement. Et ce service assainissement non collectif, ses principales missions, c'est une mission de contrôle, alors que ce soit de conception et réalisation quand on réalise un assainissement individuel, mais aussi contrôle de bon fonctionnement. Et le troisième type de contrôle, c'est le contrôle pour les ventes. Donc en 2021, il y a eu 50 contrôles en tout sur l'ensemble de la communauté de communes.
Et je rappelle que les contrôles de bon fonctionnement sont réalisés tous les 10 ans et ils ont été réalisés en 2017-2018. Donc les nouveaux contrôles se feront en 2027-2028. Sur le volet financier, donc le prix de l'eau et de l'assainissement. Donc si je cumule pour une facture de 120 mètres cubes, qui est la base de comparaison de tous les services des eaux, on est à 3,27 €, sachant que dans les Landes, donc on est à 4,28, donc il y a 1 € d'écart, donc on est inférieur à 1 € par rapport à ce qui se fait dans le département, mais aussi par rapport au national, parce que le national, je crois qu'on est à 4,29. On a quand même 2 tarifications. Là, je vous parle de 3,27 €, c'est sur Mimizan et sur la communauté de communes, les 5 communes qui avaient constitué la communauté de communes. Et c'est quand c'est rajouté Mésos a gardé son prix de l'eau qui est à 3,46. Question budget. Donc sur l'eau, on a un excédent reporté en fonctionnement de plus de 157 000 €. On a une durée d'extension de dette de 3,6 ans. On a un taux de réalisation sur l'investissement de plus de 78%. Avec les RR, ça monte presque à 100. Et un autofinancement de 57% sur toute la réalisation. Donc, bonne santé financière pour le service de l'eau. Pour le service d'assainissement, c'est du même acabit. On a un excédent de clôture un report sur le budget de 300 000 €. On a une durée d'extension de dette de 3,8 ans, sachant que la limite, le plafond, c'est 12 ans pour les services de eau. Là, on est à 3,8, donc il y a de la marge. Et on a un autofinancement de 62%. Ce qui est mis en place par le service des eaux de la communauté de communes, c'est aussi de la solidarité avec parce que le service adhère au fonds départemental de solidarité et a pu verser 3 416 € pour aider les personnes en difficulté de paiement sur l'eau et l'assainissement, et a mis aussi en place un chèque eau de 75 € pour les bénéficiaires des ACS et CMU. Alors ça a changé de nom, ça peut être plus comme ça. En tout cas, il y a le service des eaux, ce qui est remarquable parce que tous les services des eaux ne le font pas, donc aide au fonds départemental et aussi contribue avec le chèque eau. Donc je voulais remercier le service des eaux de leur réactivité, notamment sur l'épisode du 19 juillet. Donc remercier les agents et surtout collectivement ne pas oublier que nous on voit facilement dès qu'on ouvre un robinet de l'eau couler, mais que ça engage beaucoup de services, beaucoup de dépenses, beaucoup de main-d'œuvre, et que c'est tout naturel pour nous de voir ça, mais que actuellement, même en France, il y a des régions où il y a des restrictions. Donc c'est pas que dans le monde, c'est nos voisins qui sont aussi qui ont ces problèmes-là. On a de la chance d'avoir une ressource de grande qualité où on n'a aucun traitement à faire, si ce n'est un traitement sur le réseau pour que la qualité de l'eau sur le parcours, les 200-300 km, puisse être de la même qualité au départ qu'à l'arrivée. Donc on met un petit peu de chlore dans l'eau. Donc il ne faut pas oublier que voilà, on a une ressource naturelle de grande qualité, et donc tout notre travail, ça va être aussi d'essayer de protéger cette ressource et la préserver en essayant d'être les plus économes possibles. Voilà. Donc c'est un peu dans notre agenda 21 qu'il faudra qu'on ait des actions fortes là-dessus. Voilà, merci. S'il y a des questions sur le rapport annuel. Non. Donc c'est, comme je répète, c'est un service essentiel qui rentre partout et ça devient quelque chose pour nous d'évident, mais je peux vous dire qu'il y a des gens, quand ils ouvrent le robinet, qu'il n'y a plus rien qui coule, se posent des questions. Donc je vous propose de prendre acte du rapport. Merci.
Et donc, je vais passer au dernier point, c'est donc la motion à propos des cabanes de plage. Donc, un outil à préserver au service de la population et de la sécurité des usagers. Donc, la disparition des cabanes de plage. Voilà la conséquence à venir de l'application des dispositions du décret numéro 2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés qui a modifié l'article R 121-5 du Code de l'urbanisme. Ce texte remet en cause l'existence des cabanes de plage qui, depuis près d'un siècle, sont inscrites dans le paysage littoral de notre commune, mais également du département. La nouvelle réglementation en vigueur définit en effet de manière limitative les installations qui peuvent désormais être implantées dans les espaces et milieux remarquables. Il convient de souligner qu'avant 2019, le texte était moins restrictif en indiquant le type d'installation qui pouvait être implantée et en laissant un pouvoir d'interprétation au service instruisant les demandes. De fait, aujourd'hui, l'application stricte du texte et son interprétation littérale par la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, instance qui doit émettre un avis préalable sur tous les projets d'aménagement de ces espaces avant décision de la préfète, conduit à rendre impossible l'installation de toutes les cabanes de plage. De nombreux arguments ont été opposés aux services de l'État qui ont été reçus pour évoquer ce dossier, démontrant la pertinence du maintien des installations sur les plages. On a reçu les services de la DDTM il y a 10 jours. La sécurité. Leur présence permet de disposer et de maintenir une surveillance sur les plages lorsqu'elles ne sont pas surveillées. Elle constitue également un relais et un premier niveau d'information auprès des usagers qui cherchent les postes de secours ou qui, parfois, ont besoin de premiers secours. La sensibilisation. Les exploitants de cabanes véhiculent les messages de vigilance par rapport aux dangers de l'océan, ainsi que la sensibilisation à la protection de l'environnement. L'inclusion. Les activités développées permettent les activités pour les personnes présentant un handicap, et par exemple le handisurf et le handi-ski qui est pratiqué au niveau de nos cabanes. L'attractivité aussi économique. Les activités présentes, buvette, petite restauration, école de surf, constitutives d'une offre complémentaire à celle proposée en ville, génèrent chaque année plusieurs dizaines d'emplois sur la commune et constituent un attrait supplémentaire de la station. Il convient aussi de préciser que l'intégration paysagère et environnementale de ces cabanes a été renforcée au fil des années avec le respect imposé d'une charte architecturale privilégiant des matériaux qualitatifs, notamment le bois, et la sobriété dans les teintes. De même, les réseaux ont été réalisés en conformité avec les prescriptions des services. Leur nombre, une dizaine seulement, et leur localisation, à proximité des escaliers d'accès de la plage, n'induisent pas de dégradation de l'environnement naturel dans lequel elles s'implantent chaque année. En effet, leur fréquentation n'implique pas une augmentation de la présence humaine dans ces espaces, puisque la population est déjà présente sur site. De plus, leur démantèlement complet en dehors de la saison est également une garantie de cette préservation. La procédure de renouvellement de la concession entre l'État et la commune sur le domaine public maritime doit être lancée à l'automne, la convention actuelle arrivant à échéance au 1er janvier 2024. C'est sur cette base que la collectivité octroie ensuite les sous-concessions d'occupation aux exploitants de cabanes. La délimitation des contours du domaine public maritime devrait également être questionnée, notamment à l'esplanade Robert Barsac, qui est intégrée dans le domaine de l'État, ce qui contraint son utilisation. Au regard de ce contexte, le Conseil municipal souhaite, par cette motion, interpeller l'État, en la personne de Madame la Première ministre, afin de faire évoluer la réglementation en vigueur et son interprétation pour permettre le maintien des cabanes de plage destinées aux activités de surf, de sauvetage côtier et de buvette et petite restauration, telles qu'existant aujourd'hui sur la commune. Le conseil municipal souhaite également plus largement s'associer aux autres communes landaises concernées et mandate monsieur le maire à solliciter à cette fin l'association des maires des Landes ainsi que monsieur le député de la circonscription et plus largement l'ensemble des parlementaires landais. Est-ce que vous êtes d'accord sur... Alors je vais te donner
la parole. Donc, vous avez bien compris que jusqu'en 2023, donc 2022, cette année, les cabanes fonctionnent. En 2023, on va devoir nous lancer une nouvelle sous-concession parce que les concessions de plage actuelles s'arrêtent. On devra avoir lancé pour une année. Et en parallèle, on va lancer la consultation de la concession du domaine maritime au niveau de l'État. Et si ça en reste dans l'état actuel avec le décret qui a modifié le code de l'urbanisme, vu comment ça a été regardé au niveau de Cabreton, mais Cabreton a pu reculer parce que le domaine maritime, ils avaient encore ils pouvaient encore s'installer derrière après le trait qui était défini à la limite du domaine maritime. Seignos se trouve dans la problématique actuelle parce qu'eux, ils doivent relancer cette année. Hossegor va se retrouver un peu comme nous, je crois que c'est après nous, va redevoir lancer aussi sa concession. Et d'autres sur le littoral français, parce que ça concerne, si j'ai bien compris, vu que c'est le code de l'urbanisme, l'ensemble du territoire français. Or, on s'aperçoit que suivant les régions où on se trouve, on a la commission, la CDNPS, qui ne réagit pas de la même façon. On a l'exemple Charente-Maritime où il y a eu une autorisation de domaine public pour des petites buvettes. On a le CAUE de l'Hérault qui a bâti un cahier des charges en 2021 pour pouvoir installer des cabanes sur le domaine maritime. On a sur le Bouches-du-Rhône une ville qui a pu installer des cabanes avec de la restauration. Donc il va falloir que au niveau national, on ait quelque chose de plus clair, de plus lisible et que la côte hollandaise ne soit pas pénalisée par rapport à d'autres côtes françaises. Voilà, je te donne la parole. Arnaud. Oui, nous soutiendrons cette motion avec un combat aussi intense que têtu, bien sûr, et à se demander si, comme vous le sous-entendez peut-être, alors que sur nos plages mimisanaises et même sur la côte hollandaise, on a quand même un ensemble d'exploitants qui évoluent dans un milieu plage avec des petites surfaces. On est loin d'être sur d'autres plages un petit peu loin que les Landes qu'on a tous vu ou sur des reportages ou peut-être parcourus lors de déplacements où c'était des installations un petit peu sauvages et où la loi n'était pas respectée. C'est peut-être ça que l'on paye aujourd'hui ou que les services de l'État veulent faire payer à tout le monde. Mais une fois encore chez nous, mais même, je crois, sur le littoral landais, encore une fois, l'ensemble des exploitants sont respectueux de toutes les règles et particulièrement en misant, nous le savons, chaque exploitant fait vraiment, applique vraiment à la lettre le règlement et fait vraiment sa propre police, quelles que soient les cabanes, du nord au sud de Misan. Donc c'est vraiment incroyable d'en arriver aujourd'hui à vouloir supprimer ce que nous, Mimisanais et Landais, nous souhaitons et nous faisons respecter, et ce que respectent ceux à qui nous confions cette mission. Qui c'est qui veut? Oui. Il y a le deuxième combat en parallèle par rapport aux cabanes, c'est ce que tu parlais, Frédéric, c'est la limite maritime qui est définie, où nous, on est quand même assez pénalisés puisque toute l'esplanade fait partie du domaine maritime. Donc pour l'instant, on est concerné jusqu'après la dune, quoi. Donc ça nous pénalise encore plus. Il nous a été dit que normalement, donc, ce qui délimitait le domaine maritime, c'était l'estran, donc l'endroit où la plus haute vague arrive. Donc de mémoire de Mimisanais, les vagues qui sont arrivées au pied des immeubles de l'esplanade sont assez lointaines, on va dire. Je reviens au décret. Je voudrais savoir qui a décidé de ce décret. Un décret, c'est réglementaire, donc c'est le Premier ministre de l'époque avec les ministres chargés. Alors je ne sais plus, je ne l'ai plus là. Il faudrait que je retrouve. Je l'ai peut-être là. Je vais te dire, hein, c'est le ministre sans doute de l'environnement, comme ça.
Je cherche. Je crois que je l'ai, mais je... Allez-y. Hein. Vous avez des questions ? Oui, je peux apporter un complément d'information, dire que les exploitants des cabanes de plage sont bien sûr inquiets de cette situation et qu'ils entendent donc se constituer en association qui pourra être à côté de nous un interlocuteur qui pourra donc rencontrer les personnes qu'on se propose de rencontrer pour faire avancer ce dossier. Il y a une volonté de leur part, bien sûr, de maintenir leur activité et bon, ça a été dit, mais ils sont quand même depuis des années dans des démarches de qualitative. Ils apportent aussi, et ça pourrait être un argument de plus, malgré tout, des prestations notamment de restauration qui peuvent être moins chères qu'en restauration classique. Donc si l'argumentaire qui a été développé, il peut être encore amendé d'autres choses, et je pense qu'on est nombreux à pouvoir donner des arguments pour que ces cabanes puissent être maintenues. Alors, j'ai le décret sous les yeux. Donc, bien sûr, M. Édouard Philippe, le Premier ministre de l'époque. Après, M. Julien de Normandie, qui était ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement. Il y a le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy. Il y avait la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gouraud. Peut-être qu'il faut faire des cabanes à l'Éléonore. Ils n'en ont pas parlé à Mme Dariussec. Arnaud ? Oui, parmi les services dont vous avez rencontré la DDTM, et peut-être d'autres, quel est leur, puisque la strate des services de l'État, il y a peut-être des avis, ils sont tous du même côté à jour, il y a encore quel est le ressenti sur les rendez-vous ? Donc on avait déjà contacté et prévenu, parce qu'on avait vu que Cabreton, il y avait eu ce problème, donc on avait alerté à la prise de fonction de Madame la préfète quand elle était venue à la communauté de communes se présenter au maire. Je lui avais déjà signalé cette problématique, voilà. Donc elle la connaissait pas, mais elle connaissait la problématique qu'il y avait sur la Côte d'Azur, parce qu'elle nous avait raconté une anecdote dessus avec le préfet de l'époque de Nice, qui avait combattu un peu les cabanes de plage, en tout cas leur façon de procéder là-bas. J'en ai parlé au député de l'époque, en fait, qui est toujours le même député, mais sur la précédente mandature aussi, oralement. Donc, je l'ai saisi. Maintenant, on va le saisir officiellement par écrit. Les services de l'État qu'on a reçus, eux, ils n'avaient pas vu la DDTM, parce qu'il y a plusieurs services. Il y a la DREAL aussi qui fait partie de la commission départementale. Eux, ils l'avaient pas vu. Ils n'avaient pas vu du tout. Ils n'avaient pas vu le changement de réglementation. Donc eux, ils instruisaient comme ils instruisaient auparavant. Ça leur posait pas de problème au service de l'État, les cabanes. En tout cas, le principe des cabanes, comme il y a actuellement, ça leur posait pas de problème. Donc le problème, c'est que maintenant, sur la commission départementale, il y a des associations environnementales qui ont pointé du doigt le texte. Et donc dans la commission a rendu un avis défavorable, déjà sur les cabanes, notamment sur Cabreton. Donc ils suivent à la lettre la réglementation. Donc du coup, la préfète, elle suit l'avis de la commission départementale. Mais précisément parce je ne sais même pas si vous avez la réponse, on n'a pas d'éléments, il n'y a pas encore, le texte est assez léger, soi-disant, somme toute, et donc le problème environnemental que de descendre sur une plage la journée pour aller s'y baigner ou aller y boire quelque chose ou manger une gaufre, quel est au niveau défense de l'environnement, quelle est la problématique de fond ? C'est en fait que c'est un espace remarquable et qu'il ne peut pas y avoir de construction sur un espace remarquable. C'est ça le problème. C'est que l'espace marin est un espace remarquable.
C'est le seul, c'est ça en fait, ça a été reconnu dans le texte. Et donc à Cap-Breton, ils ont relocalisé en arrière. Nous, on a des dunes. Les dunes sont aussi des espaces remarquables. Donc nous, on est complètement coincés. C'est la notion qu'on ne peut pas construire sur un espace remarquable, sauf pour des équipements publics type poste de secours. C'est ça dans le texte. Il est pas succinct, il est très clair. Tu pourras le lire. Il est très clair et donc c'est sur un espace remarquable, pas de construction. Donc en fait, il y a deux mots qui ont été changés, qui changent la donne. Donc sur l'article R 121-5 du Code de l'urbanisme, il était marqué peuvent être implantés et il y avait une liste. Et maintenant, le peuvent est remplacé par seuls peuvent, avec la même liste. Donc là, tout ce qui est extérieur ne peut pas rentrer. Voilà, il n'y a que ça. Et donc il y a des associations environnementales qui sont engouffrées là-dedans, qui veulent faire respecter le texte. Donc je vous propose de passer au vote de cette motion. Donc il y a juste Morgane qui ne va pas participer au vote parce qu'elle est concernée. Donc qui est pour cette motion? Donc vote sans la participation de Morgane à ce vote. Merci. Donc l'ordre du jour est terminé. Donc je vous souhaite une bonne soirée et un bel été parce qu'il n'y aura pas normalement de conseil communal au mois d'août. On se reverra en septembre. En tout cas, dans cette salle, on se reverra ailleurs, j'espère. Dans les cabanes, oui. Merci.